Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à la notion du bien et du mal dans le bouddhisme. Le bien et le mal ne sont pas traités en tant que tels dans l'enseignement du Bouddha. Ils n'ont pas non plus la valeur que leur attribue la culture occidentale, mais ils sont abordés dans le cadre de ce qu'on appelle les deux vérités ou les deux réalités, relatives et absolues. Alors comment parler du bien et du mal dans le bouddhisme et selon quels critères ? Comment mettre fin à cette dualité ? Dans quel but ? Et qu'est-ce que le bien suprême dont parlait le Bouddha ? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Gérard Pillet. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien disciple du maître zen Tezen Deshimaru. Vous êtes également professeur de philosophie. Vous enseignez le bouddhisme Zen Soto au Dojo de Paris depuis 25 ans, je crois. Oui. Et donc vous animez également des sessions de pratique en province comme à l'étranger. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Gérard Pillet. Alors, pour commencer cette émission et pour simplifier, est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement que le bien, c'est ce qui élève et libère et que le mal, finalement, c'est ce qui nous enchaîne et nous abaisse ? Oui, on peut dire ça, d'autant que pour le Bouddha, le bien suprême, c'est la libération de dukkha, cette sorte de sentiment d'incomplétude. Et la libération de dukkha, c'est en même temps la libération du moi, libération de la fausse idée d'un moi. Et donc, à contrario, ce qui nous enchaîne dans l'illusion du moi, ce qui renforce l'illusion du moi, c'est le mal. Alors, si on quitte ce niveau de bien suprême, selon quels critères est-ce qu'on peut envisager le bien et le mal ? D'ailleurs, est-ce qu'il est juste de parler de bien et de mal en soi ? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'actes de bien et d'actes de mal ? Oui, le Bouddha nous parle d'actes de bien, d'actes de mal. Pour le Bouddha, un acte de bien, c'est un acte qui ne produit pas de souffrance chez autrui. Et un acte de mal ou un acte mauvais, c'est un acte qui produit de la souffrance physique ou morale ou psychologique chez autrui. D'autre part, selon le Bouddha, les actes produisent des fruits chez l'auteur de l'acte. Et ces fruits, l'auteur de l'acte va les récolter dans sa vie présente ou dans l'une de ses vies suivantes. Pour cette raison-là, on peut dire que dans l'optique du Bouddha, si on fait le bien d'autrui, on fait son propre bien. Si on fait le mal d'autrui, on fait son propre mal parce qu'on devra, dans le futur plus ou moins lointain, récolter les mauvais fruits des mauvaises semences que l'on aura produites lors de nos actes mauvais. Donc c'est ce qu'on appelle le karma. C'est ce qu'on appelle le karma, c'est ce qu'on appelle aussi les bons mérites et les mauvais mérites. Alors, dans le bouddhisme, on distingue deux réalités, une absolue, une relative, une conditionnée et une inconditionnée. Est-ce que ça nous oblige du même coup à distinguer deux types de bien et deux types de mal, Gérard Pillet ? Oui, on peut distinguer deux types de bien et deux types de mal dans la mesure où, si on juge les choses relativement au bien suprême, l'attachement au mérite, c'est-à-dire au bon mérite, c'est un mal parce que cela nous maintient dans l'illusion du moi, c'est-à-dire dans dukkha. Mais en revanche, si on juge les bons mérites relativement aux mauvais mérites, les bons mérites sont le bien, les mauvais mérites sont le mal, parce que les mauvais mérites
font du tort aux autres et font du tort aussi à soi-même. Cela dit, le Bouddha, qui était un homme très, disons, très concret, pragmatique, on peut dire, le Bouddha prenait aussi en compte la morale en ce qui concerne les personnes qui n'adhèrent pas à la doctrine du karma, des bons mérites et des mauvais mérites. Et à ces personnes-là, il offre d'autres critères. Quels sont ces critères, justement, Gérard? Alors, ces critères, ce sont en fait des critères qui sont basés sur deux choses, l'expérience de chacun et le bon sens. L'expérience de chacun, bien par exemple, si j'expérimente dans ma vie le fait de m'être fait voler, je pourrais observer que ça occasionne chez moi de la tristesse, de la souffrance, voire des ennuis financiers, matériels. Aussi, le bon sens m'amène à dire « je ne dois pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas que l'on me fasse ». Et donc, on en viendra à s'abstenir de commettre le vol. On pourrait prendre évidemment beaucoup d'autres exemples que le vol, bien sûr, puisque c'est le principe selon lequel on ne doit pas faire aux autres ce que l'on n'aime pas que les autres nous fassent à nous-mêmes. Alors, pourquoi est-ce que l'idée du bien et du mal est finalement liée aussi à l'idée de soi ? Alors, c'est lié à l'idée de soi parce que si on a le cœur souillé par des émotions négatives, telles que la colère, la haine, il est fort probable que les actes qui seront la conséquence de ces émotions négatives seront des actes négatifs pour autrui, qui entraîneront le mal pour les autres. Mais en revanche, si quelqu'un a le cœur rempli de bienveillance, de compassion, d'amour inconditionnel, il y a fort à parier que les actes qui découleront du cœur de cet homme seront des actes de bien. C'est la raison pour laquelle le Bouddha, si paradoxal que ça puisse nous paraître à première vue, c'est la raison pour laquelle le Bouddha nous incite à d'abord nous transformer, on peut dire, afin de pouvoir servir le mieux possible les autres. Il faut donc s'occuper de son propre bien-être, c'est important. Il faut s'occuper de son propre bien-être, c'est ce qui est le plus important. À ce propos-là, d'ailleurs, le Bouddha prend l'image de la noyade. Il dit, par exemple, supposons qu'un homme soit en train de se noyer, si on ne sait pas soi-même nager, on ne pourra pas le sauver. Et donc, si on veut sauver les autres, au sens de les aider, les conduire vers le bien suprême ou les aider dans leur vie concrète, on doit soi-même être très au clair vis-à-vis des motivations de nos actes et donc vis-à-vis de tout ce qui concerne notre état d'esprit. Alors, comment mettre fin à cette dualité bien-mal, Gérard Pillet, et donc mettre fin à cette souffrance ? Pour mettre fin à la dualité du bien et du mal, il faut d'abord dépasser cette fausse idée du moi. D'ailleurs, on peut observer que chez un sage réalisé, les actes de bien vont se faire naturellement, sans qu'il ait besoin de mettre en œuvre une volonté propre pour faire des actes de bien. Et de même, chez un sage réalisé, les vertus dont on vient de parler, la compassion, la sagesse, la bienveillance, sont des vertus qui sortent de lui-même parce que c'est l'expression de la nature de Bouddha réalisée. C'est la raison pour laquelle, lorsque
cette idée du moi n'existe plus, la dualité du bien et du mal n'existe pas, parce qu'on fait simplement des actes qui sont en accord avec la nature de Bouddha, sans se poser la question de savoir si ces actes sont bons ou sont mauvais. Et en effet, il se trouve que ces actes sont toujours bons, parce que la nature de Bouddha est foncièrement une nature qui veut le bien de tous, le bien de l'autre. Mais encore, quand je dis le bien de l'autre, je me situe dans la perspective moi-autre. Mais pour le sage réalisé, il n'y a pas de moi, donc il n'y a pas d'autre non plus. Et donc la dualité bien-mal n'existe plus. C'est la raison pour laquelle, dans le zen, on exhorte à se situer au-delà du bien et du mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le karma, mais ça veut dire que le sage, vraiment le sage réalisé, l'éveillé, ne fait que des actes de bien sans se préoccuper ni du bien ni du mal. Alors Gérard Pilet, pendant toute cette émission, on a envisagé cette idée du bien et du mal sous l'angle des actes, mais finalement on pourrait le faire aussi sous l'angle des situations vécues. Oui, c'est exact. Et justement, à propos des situations vécues, on peut observer qu'on a tendance à juxtaposer sur ces situations les étiquettes de bonnes et de mauvaises. C'est assez superficiel finalement. Ce qui, en fait, s'avère très superficiel parce que les choses sont beaucoup plus mouvantes que cela. Et on ne peut pas mettre sur la réalité mouvante des étiquettes fixes. Je vais vous donner un petit exemple que nous racontait quelquefois Maître Deshimaru. C'est l'exemple de ce pauvre fermier qui avait un cheval pour faire les labours, et puis un jour, son cheval s'échappe. C'est le drame, il n'avait plus de cheval. Situation mauvaise. Mais voilà que 2 jours après, le cheval rentre, mais il était accompagné d'un autre cheval, sauvage, celui-là. Le fermier était tout content, ça lui faisait 2 chevaux et non plus 1. Voilà qu'il l'aiderait bien dans sa tâche, situation bonne. Mais notre fermier veut dompter le cheval, s'efforce de le monter, mais le cheval était très fougueux et notre homme se retrouve à terre, la jambe fracturée. Et le bien se transforme en mal. Et puis, 2 semaines après, la guerre se déclare. Il devrait normalement s'en aller vers le front, là où beaucoup de soldats vont se faire tuer, mais il ne peut pas y aller parce que sa jambe est fracturée. Le mal se transforme en bien. Mais cela montre que dans nos vies, on aurait tort de coller les étiquettes de bonnes ou de mauvaises sur les situations de notre vie. Si on prend un peu de recul, on peut s'apercevoir très vite que des situations qui paraissaient excellentes ne l'ont pas été tant que ça, et que des situations qui paraissaient en soi mauvaises n'ont pas non plus été en fait si mauvaises que cela. Merci beaucoup Gérard Pilet pour tous ces éclaircissements sur cette idée du bien et du mal dans le bouddhisme. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus, voici différents ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord de notre invité Gérard Pilet, Actualiser la voix aux éditions Kanjizai. Vous pourrez y trouver les commentaires du Genjo Koan de Maître Dogen, qui constitue un des chapitres clés du Shobogenzo. De notre invité toujours Sagesse du cœur, également aux éditions Kanjizai. Une belle façon de découvrir comment les enseignements du bouddhisme peuvent aider à traiter les émotions, mais aussi les trésors que peut recéler le cœur de chacun. Et pour terminer, Instant présent, instant précieux au courrier du livre, un coffret de 52 cartes accompagné d'un livre du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh pour pratiquer la méditation lors de chaque moment de la journée. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très, très belle semaine. À dimanche prochain.